Tout d'abord, je voudrais vous dire que je représente Jean-Christophe Baudouin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, ayant eu une autre obligation actuellement. À notre table ronde, donc, qui avait pour thème blockchain, plateforme et logistique, se trouvaient deux responsables blockchain, un responsable logistique et une banque. Donc les quatre thèmes principalement évoqués lors de cette table ronde ont tout d'abord été... Si vous voulez vous installer là, c'est peut-être mieux si vous avez des fiches ou si vous souhaitez, comme vous voulez. Ont tout d'abord été la convergence de la supply chain physique avec la supply chain financière grâce aux data. Donc cela permettant, à l'institution financière d'avoir une plus grande visibilité sur la supply chain physique et donc apporter une meilleure monétisation, en quelque sorte, de la supply chain physique. Le deuxième élément, le deuxième thème que nous avons abordé a été comment, quelle confiance peut-on apporter à la data ? Est-ce que l'on a la certitude que celui qui envoie la data a la bonne source? Est-ce que c'est une golden source, en quelque sorte, de la data qu'il envoie sur la blockchain? Et quelle reconnaissance, confiance pouvons-nous faire à cette data? De ce fait, les questions d'identité de l'utilisateur qui vient sur la transaction a été évoquée. Est-ce que l'on a la certitude que celui qui envoie la data est réellement le propriétaire de la data et a la capacité d'envoyer cette data sur la blockchain? Le troisième élément que nous avons, le troisième thème que nous avons évoqué a été la souveraineté de cette data. Et je reviens à nouveau sur la propriété de cette data, avec toutes les questions GDPR, que nous connaissons bien en matière de directives européennes, mais qui n'est pas reconnue dans d'autres pays. Tout à l'heure, on parlait de l'Asie. Ce sont des notions qui leur sont tout à fait inconnues. Donc, comment nous, en tant qu'État souverain, allons-nous pouvoir protéger cette data pour qu'elle ne puisse pas être utilisée à mauvais escient par d'autres pays? Et enfin, le dernier élément que nous avons évoqué, c'est comment, ces nouvelles technologies vont permettre à l'Afrique de pouvoir avancer encore plus rapidement sur le futur. Et on en a conclu en prenant différents exemples, notamment dans la télécommunication. On sait très bien que certains pays ont rattrapé d'autres pays qui utilisaient le téléphone filaire, mais eux, grâce au téléphone portable, ils ont pu avancer de plusieurs générations sur les nouvelles technologies. Et là, nous avons la certitude qu'avec les nouveaux réseaux satellitaires, tout à l'heure, vous parliez de l'accès à Internet. Justement, les GAFA vont aider l'Afrique à accéder au réseau et de ce fait à rattraper, les autres États sur la connectivité et de ce fait être à même de pouvoir échanger des informations comme tout autre pays à travers le monde. Donc voilà les quatre thèmes que nous avons évoqués. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que Philippe de Sertine vous écoute. Et je sais par expérience, parce que j'ai vécu la semaine dernière, qu'il ne manquera pas de vous répondre sur la RGPD notamment, parce que je sais que c'est un de ces chevaux de bataille aussi, où on se met un peu des cailloux dans le sac à dos en Europe et en France notamment sur ces sujets-là. Alors les Five Fingers, c'était la deuxième table ronde, donc j'ai demandé à Alain Messonnier de bien vouloir faire le compte-rendu de cette table ronde. Donc Five Fingers, c'est l'eau, l'énergie, la santé, l'alimentation et l'éducation, des doigts de la main qui fonctionnent ensemble, Alain. Très bien, oui, absolument. Et qui sont traversés par le numérique, tous. Donc là, premier constat, il n'y a aucun des Five Fingers qui ne connaît pas de numérisation en Afrique. Est-ce utile? La réponse a été oui. Essentiellement en termes de sécurisation des infrastructures, puisqu'on arrive à avoir, grâce à ça, des informations plus fiables de ce qui se passe et à distance. Et cela grâce notamment à des développements qu'il va falloir mettre en œuvre de plus en plus. Et ça, ce n'est pas de la 5G, c'est de la 2G. Donc il va falloir être capable de développer des soft technologies avec des anciens. Donc là, on va chercher les anciens pour leur dire maintenant, il faut développer des solutions
pour permettre aux gens dans le rural, dans les périphéries des villes, et d'avoir accès aux informations. Et ça, et de pouvoir agir, et aux professionnels aussi. On avait autour de la table le directeur général d'une société qui est une filiale du Canal de Provence qui développe des systèmes de traitement d'eau potable pour le rural en Afrique. Sans cela, leur système ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment indispensable. Donc le numérique sécurise les infrastructures, nous venons de le dire, et on veut donc surtout, une des recommandations, c'est de veiller à éviter la fracture sociale, qu'elle soit avec le rural, comme je l'ai dit, ou avec les périphéries urbaines. Mais ceci étant, on le vit chez nous. On a besoin d'aller en Afrique. Donc là, nous avons un combat commun. Donc comment faire en sorte que, bien sûr, il va y avoir de la data, de la big data dans le cloud, très bien, mais si on est 30% à avoir accès à la big data dans le cloud et à pouvoir s'en servir, on ne va pas vraiment résoudre le problème et on va engager peut-être une sixième guerre ou autre type de guerre, parce que là, ce n'est pas des problèmes de migration qu'on aura, c'est des problèmes plutôt de gilets jaunes. Donc, et enfin, on a mis en exergue le fait qu'il serait quand même très utile en Afrique, comme c'est déjà le cas dans certains pays africains, c'est le cas du Sénégal, avec l'objectif, le plan stratégique de 2025, et en Tunisie, c'est justement d'avoir une vision d'État sur la stratégie numérique dans le pays, et aussi au niveau régional. Parce qu'avoir des informations, c'est important. Demain, si on change de paradigme et qu'on se dit on ne va plus prendre l'avion, eh bien, il va falloir le mesurer, ça. Il va falloir mesurer l'impact que ça a sur la qualité de l'air, l'impact que ça a sur les consommations. Si on dit on va faire des efforts et on va donner de l'eau, accès de l'eau à tout le monde et on va diminuer les consommations, il va falloir le mesurer. Il va falloir comparer. Et on sera mis au pilori si ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on ait accès à ces données. Et donc ce plan, cette vision stratégique est importante. Donc voilà, donc, on a bien la cyberphysique, la 4e révolution, comme on l'appelle en Afrique, elle a eu lieu. Hein, on l'a dit tout à l'heure, ça a été déjà dit et répété maintes fois. Le mobile banking, c'est quelque chose qui s'est développé en Afrique bien avant que ça se développe chez nous. D'ailleurs, c'est toujours pas développé chez nous. Pour la bonne et simple raison, c'est que le changement d'époque, ça a un coût, et un coût social énorme. Et ça ne peut pas se faire effectivement du jour au lendemain. Nos amis africains, pour une fois, ont eu cette chance. Merci Alain, merci. Je crois qu'on peut applaudir tous ces présidents de table qui se livrent au jeu toujours difficile de la restitution en un délai record. Alors Yves Delafont, un des sujets, puisqu'évidemment on est à Marseille aujourd'hui, c'était la place de ce hub, comme on a pu le dire, de Marseille comme acteur de l'avenir commun Afrique-Europe. Et quand on parle de Marseille, c'est bien sûr l'ensemble du territoire et pas uniquement la ville de Marseille. C'est bien de le préciser, en effet. Bon, nous, on avait la table ronde la plus facile, parce que ce sont des évidences. Et la première évidence qui me frappait, que je vais vous faire partager, c'est une phrase du président Macron lors du discours de Ouagadougou en novembre, qui a établi un certain nombre de choses. Je considère que l'Afrique est tout simplement le continent central, global, incontournable, car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains. Un continent pluriel, multiple, fort, un continent où se joue une partie de notre avenir commun. Donc ça, les choses sont établies, c'est notre conviction. Elle nous amène à penser qu'il faut être présent, que l'avenir de la France en Europe, l'avenir de l'Europe se joue en commun avec celui de l'Afrique, grâce à aussi une partie de notre passé partagé, et qu'en Europe, en France, quel est le territoire qui est le plus d'à même, quelles sont les raisons qui font que notre territoire est naturellement une porte vers l'Europe? C'est l'histoire, d'une part, d'abord parce que l'Afrique, le monde, c'était la Méditerranée, et Marseille était en Méditerranée, et ensuite l'histoire de notre territoire, et je ne parle pas, c'est pas que Marseille, c'est Marseille et son hinterland. Et naturellement, c'est pas Bordeaux, c'est pas Nice, c'est notre territoire qui est l'interlocuteur premier du continent de demain. Sur ce territoire,
on a les avantages que je viens d'évoquer, et on a un inconvénient majeur, fondamental, et qui nous interdira d'aboutir, c'est le manque de reconnaissance, d'appropriation par les politiques, par les institutionnels, je dirais territoriaux pour beaucoup d'entre eux, et je ne dis pas tous parce que certains sont extrêmement engagés, mais des majeurs ne voient pas du tout l'intérêt, on n'a pas encore compris l'intérêt majeur pour notre avenir de nous tourner vers le Sud. Ça, c'est quelque chose qu'on a un travail d'expression à faire très fort. Une deuxième expression aussi durant cet échange un peu bref, c'est la conviction aussi qu'il y a quelque chose qui a changé en Afrique dernièrement, une prise de conscience collective du privé comme du public. Les Africains que je connais, je suis moi-même africain, ils croient en leur avenir. Il y a d'un seul coup cette conviction que le développement ne peut être qu'endogène et pas exogène comme on cherche à le faire croire depuis 50 ou 60 ans. Et ça, cette prise de conscience, c'est une dynamique qui s'accompagne, et c'est le troisième point, de l'apparition d'une classe moyenne, d'où est issue d'ailleurs cette nouvelle conviction. Et de cette classe moyenne apparaît une classe de jeunes entrepreneurs qui, depuis une dizaine d'années, mais encore plus fortement depuis 5 ans, sont en train de booster ce continent et qui se traduit très concrètement par Emerging Valley, dont on vous parlera tout à l'heure, où on voit ces entrepreneurs, et pas qu'en numérique, qui donnent une dynamique extraordinaire dont il faut que nous, sur ce territoire, on le comprenne très bien. Et pour terminer, et c'est aussi grâce à eux qu'on peut le dire, c'est l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Elle a besoin de partenariat, d'investissement, mais qu'on arrête de parler d'aide avec ce continent du Sud. Voilà. Merci beaucoup Yves de cette restitution. Je voudrais quand même, parce que sinon on va les oublier, remercier les étudiants qui ont travaillé avec les présidents donc, de groupe, et notamment les étudiants de Kedge et de Sciences Po, qui ont donc créé des binômes avec les différents animateurs de ces tables rondes afin de faciliter ces restitutions. C'est eux qui ont pris les notes tout au long de la matinée. André Durbeck, parlez-nous de logement, infrastructure, agriculture, accès Internet. Vous aviez un sujet particulièrement large. Oui, un sujet très large, et on a retenu entre intervenants et les personnes qui nous ont fait la gentillesse de nous écouter, on a retenu le fil rouge suivant. Comment s'affranchir finalement d'infrastructures soit inexistantes, soit insuffisantes, pour malgré tout se loger dans des conditions accessibles et acceptables, produire de la ressource alimentaire suffisante, en s'appuyant sur le grand intérêt de cet accès à l'information qu'offre l'Internet. Donc 3 contributions tout à fait complémentaires et intéressantes. La première visant l'autonomie énergétique des logements, où on a constaté que les solutions existent, avec des solutions d'économie circulaire sur la conception bioclimatique du bâtiment, de l'efficacité énergétique poussée à l'extrême grâce à un pilotage et une gestion automatisée grâce à l'Internet de l'ensemble de ces solutions technologiques à l'échelle de bâtiments, d'îlots ou de quartiers, qui permettent d'ailleurs d'insister sur l'intérêt de ce qu'on appelle le off-grid. Ça a été souligné par plusieurs interlocuteurs, c'est-à-dire arrêter de construire ou de favoriser de l'hyper-infrastructure et de l'hyper-connexion au détriment de zones qui seraient comment dirais-je, vouées à un désert et voué finalement à ce que des populations qui y vivent soient tellement loin de l'accès à l'information et de l'accès aux données qu'on ferait accroître les inégalités entre des gens qui vivraient dans l'urbain ou le périurbain connecté par rapport à des gens qui seraient dans le rural. Donc les solutions existent, et le off-grid permet de gérer localement la production d'énergie, la production de ressources et la création de richesses économiques et sociales locales, permettant évidemment d'enrayer de l'exode rural ou de la migration du sud vers le nord.
Deuxième contribution également très, très intéressante et qui est aussi un message d'espoir, qui est lié au fait que les infrastructures d'accès à l'information, donc l'accès à l'Internet, en Afrique, on a aujourd'hui sur à peu près 25% du continent africain accès à la 3G. Et il existe des algorithmes de compression des données qui permettent d'augmenter numériquement la connectivité. Et donc il y a une société qui a présenté des développements tout à fait intéressants et qui permettrait de couvrir 90% du besoin d'accès à l'information sans agir sur l'infrastructure. L'infrastructure actuelle 2G, 3G, avec des algorithmes de compression, on est en plein dans la valorisation de la mathématique, permettrait d'accéder et de couvrir 90% pour l'accès à l'Internet. Et la troisième contribution, également très intéressante, a montré que des problématiques liées à la normalisation ou à l'agrément de certaines technologies amènent aujourd'hui à switcher ou à transférer des outils qui permettraient d'avoir des logements extrêmement performants, mais qui prendront beaucoup de temps pour être agréés par des DTU ou des normalisations locales, ont des applications dans l'agriculture, notamment des dispositifs de captation par des cellules photosensibles qui permettent sur des grandes surfaces d'améliorer la productivité agricole et de limiter la consommation d'eau. Et également, là aussi, l'accès à Internet permet de faciliter la maintenance de ces outils-là. Donc le message d'espoir, c'est que les solutions existent. L'insuffisance actuelle des infrastructures peut être contrebalancée par de l'intelligence et de la mathématique de haut vol. Et donc sur le triptyque disponibilité des finances pour financer des projets, les besoins des populations et troisième pilier, la motivation, la solution reste politique et sera toujours politique. Et il est urgent d'engager de grandes dépenses sur le off-grid, sur le déconnecté, pour aller dans le sens de justement d'aplanir les solutions concrètes qui sont apportées aux populations. Voilà ce qui a été dit dans notre table ronde. Merci beaucoup André Durbeck. Vous insistez sur ces aspects politiques. Ils ont été évidemment au centre de la table ronde présidée par Niagale Bakayoko sur la gouvernance et le lien social. On vous entend, madame, sur ce sujet. Merci beaucoup. Nous avons abordé la problématique de la manière suivante, en s'interrogeant sur la question de savoir dans quelle mesure la gouvernance numérique était garante d'une plus grande inclusivité ou au contraire d'une plus grande exclusion. Et on l'a abordé à travers 4 domaines de spécialité. D'abord, la gouvernance financière, ensuite la gouvernance dans le domaine des communications, et enfin la gouvernance sécuritaire. Donc pour ce qui est du premier domaine, à savoir celui de la gouvernance financière, le constat qui a pu être posé est celui que et le suivant, pardon. Et le suivant, donc, qu'on passe d'un discours qui présente l'accès des populations à davantage de bien-être, donc axé jusqu'ici sur le paradigme du développement, a tendance à davantage être articulé autour de celui de l'émergence, ce qui suppose qu'on est dans une logique davantage inclusive en réalité, et non pas suiviste ou téléologique selon des schémas comme les schémas de Rostov. Ensuite, on a abordé la question à travers la question de la gouvernance dans le domaine de la communication. Et donc, le constat posé est celui d'une grande appétence sur le continent africain des populations pour les nouvelles technologies. 660 millions de
personne étant connecté à travers un téléphone portable. Et donc le téléphone est un lien social évident, mais davantage dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Ce qui signifie qu'il y a un besoin de favoriser une plus grande couverture du territoire par les réseaux. D'autre part, une plus grande production d'électricité par le biais des énergies renouvelables, ce qui est assez favorable en Afrique, notamment en ce qui concerne le photovoltaïque, étant donné les conditions climatiques, et enfin par le développement des relais. Enfin, le troisième domaine que nous avons envisagé, celui de la gouvernance sécuritaire. Et là, on s'aperçoit que les nouvelles technologies, au cours des années récentes, se sont révélées comme pouvant être à double tranchant. D'une part, elles ont favorisé davantage de supervision ou de dénonciation par les populations, comme on l'a vu à la faveur, bien sûr, des révolutions arabes ou de ce qui s'est passé en Algérie plus récemment. Et grâce à ces nouvelles technologies, on peut parler du cas du Soudan aussi, même si on n'est pas en Afrique francophone, on s'est aperçu que les agissements violents ou abusifs des forces de défense et de sécurité étaient devenus beaucoup plus difficiles en raison des caméras dont on dispose sur les téléphones, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui était favorable à davantage d'inclusivité. À l'inverse, on s'aperçoit que ces technologies favorisent également davantage de contrôle par certains gouvernements. Et le cas de l'Égypte est un peu un contre-exemple par rapport à ce que je viens d'évoquer. Donc en fait, la question, ce qui apparaît, c'est que la question de l'éthique derrière l'usage de ces technologies est absolument fondamentale. Et que s'il n'y a pas d'éthique, l'usage instrumental peut se révéler tout à fait contre-productif. Et donc la dernière conclusion est que de toute façon le numérique ne peut pas être un fondement du changement, mais simplement son outil. Voilà. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Et on termine sur les aspects purement financiers, donc avec Jean-Philippe Kiel, qui était à la tête de la table FinTech. Oui, merci beaucoup. Alors, la finance, il en faut toujours un petit peu, hein, comme on dirait. Alors, cette table ronde a réuni à la fois, si je puis dire, une grande institution avec la Commission européenne, représentée par son directeur en charge de la coopération internationale, et les représentants de deux banques. Deux banques aussi présentes en Afrique, bien entendu. La première remarque du représentant de la Commission européenne a été d'ordre démographique. Il nous rappelait que la population en Afrique en 1950 représentait la moitié de ce qu'elle était en Europe et qu'à l'horizon de 2100, la population africaine serait 10 fois plus importante que la population européenne. Partant sur ce constat, la Commission européenne a imaginé des programmes qui changent radicalement le paradigme quant à ces initiatives et aussi quant à la portée de l'investissement de ces fonds. Dans le cadre de l'aide au développement, il est donc important de financer des projets, mais aussi de voir des initiatives de développement économique qui contribuent directement à la croissance et à la création d'emplois. Ainsi, la Commission a investi 72 millions. C'est actuellement un programme qui est en cours, qui va se finir en 2020, dans des initiatives qui visent à favoriser la création d'entreprises,
à permettre à de jeunes entrepreneurs de se lancer. C'était absolument fantastique. Je vais demander à chaque membre de la table ronde de venir avec quelques exemples favorables et aussi défavorables de leurs initiatives. Alors, il nous a dit, à travers l'initiative de Peter en Zambie, qui a créé une société hôtelière, à travers Emmanuel, chauffeur, qui fait 600 km par jour dans la banlieue de Lusaka, ou à travers un autre exemple au Cameroun, c'est un fonds et des initiatives qui ont permis de créer dans différents pays 10 000 emplois et qui auront un impact sur la vie, directement ou indirectement, de 600 000 personnes. C'est donc la réponse à un des problèmes de l'investissement en Afrique, lié à la déperdition des fonds, une initiative de la Commission qui vise à terme, accroître encore sur la période 2020-2027 l'enveloppe financière. Donc c'est une enveloppe qui est destinée à des fonds de garantie, ces fonds de garantie visant à permettre aux banques d'octroyer des prêts d'un montant, d'un volume 5 à 10 fois supérieur. Sortant de ce premier constat, nous avons eu l'intervention d'un représentant d'une grande banque française particulièrement versé dans le développement à la fois des télécoms et à la fois des opérateurs financiers. Notre intervenant, qui a passé 16 ans en Afrique à conseiller des entreprises de télécom dans leur développement, a naturellement aussi assisté à l'explosion de ces entreprises dans le domaine du mobile money. Alors, ce qu'il a pu nous dire, c'est que l'inclusion financière, considérée par les Nations Unies comme un secteur indispensable au développement, avait permis de bancariser près de 60% de la population, partant d'un taux qui était de l'ordre de 10%. Par contre, ça c'est quelque chose que personnellement je ne savais pas, le mobile money, à contrario des espaces urbanisés des villes, est plutôt un échec en zone rurale. Aussi bien, c'est toujours encore les zones urbaines qui concentrent les flux monétaires et aussi la réception des flux venant d'autres pays ou d'Europe, par exemple, et aussi le constat que les banques, établissements financiers, restaient assez conservatrices et ne s'étaient lancées, en fin de compte, dans la mobile money que très tard. Une des possibles développements, les prospectives, comment est-ce que les secteurs pourraient évoluer dans les années qui viennent, c'est d'abord un travail d'accompagnement des acteurs économiques, un travail d'éducation financière à développer, mais aussi toute une action visant à la convergence entre les opérateurs de la mobile money et les grandes banques, mais une convergence extrêmement difficile à réaliser. Pourquoi ? Les grandes banques, les instituts financiers travaillent essentiellement dans des zones OCDE, par exemple, où 100% de la population est identifiée et peut aussi s'identifier et dépend bien sûr de contraintes à la fois légales et réglementaires extrêmement strictes. Et à côté de ça, en Afrique, les opérateurs de mobile money interviennent dans un contexte beaucoup plus dérégulé où à peu près 50% uniquement de la population dispose d'une identité ou peut s'identifier. Et c'est là essentiellement que reposeront les grands enjeux des années à venir. Mais c'est ce que je disais durant la restitution, on est sorti de cette table ronde avec un grand bol d'air frais. Merci au forum. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe de votre intervention. Philippe, est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit là, vous voulez faire, j'allais dire, la synthèse de la synthèse, ou en tout cas amener votre regard sur un des points particuliers qui a été évoqué ? Non, vraiment, je trouve tous les sujets et toutes les restitutions absolument passionnantes. Moi, je dirais ce qui me semble l'élément le plus important, c'est que, au fond, le message que vous portez tous, c'est un message positif.
C'est-à-dire c'est un message de perspective en disant simplement nous devons avoir une stratégie par rapport à un certain nombre de contraintes. Si je résumais, une stratégie, et cette stratégie, si nous la menons au bout et si nous la faisons en collaboration, elle peut aboutir à des éléments extrêmement positifs pour, je retiens bien, la zone Europe et la zone Afrique, enfin les deux en même temps, avec cette logique d'approche commune. Peut-être juste au passage, hein, peut-être l'élément qu'on évoquait, c'était de dire tout ça, ça veut dire effectivement une croissance différente. Je crois que vraiment, quand on est en train de dire parfois la décroissance, vous voyez, la décroissance n'est pas possible quand on est en croissance démographique. En revanche, on est bien dans une nouvelle croissance avec des nouvelles représentations de la valeur. Et ces migrations de valeurs sont aussi des choses absolument passionnantes en termes d'opportunités, en réalité. Et donc, si je devais synthétiser, c'est sûrement cette idée que les opportunités dominent aujourd'hui. Mais c'est une synthèse, vous me reconnaîtrez, qui est absolument très pauvre par rapport à la richesse de tout ce que vous avez dit.